Bonsoir, bienvenue dans le Ciné Club d'Isabelle. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous ce soir. Comme vous le savez, j'organise chaque semaine des conversations avec des comédiens. Pendant cette période de confinement, j'estimais que c'était intéressant de passer en revue leur parcours, d'apprendre à mieux les connaître et pour certains les découvrir. Ce soir, j'ai la chance de recevoir Gilles Van Bunen, qui est donc comédien, qui s'est formé au Cours Florent à Paris et qui est de retour à Bruxelles depuis quelques années. Il va nous raconter un petit peu son parcours, ses rêves, ses projets. Bonsoir Gilles. Bonsoir Isabelle, tu vas bien? Très bien, merci. Comment vas-tu justement? Ben écoute, ça va pas trop mal, ça va. J'ai la chance d'avoir un projet sur lequel je répète en ce moment, donc c'est bien. Je fais du sport, les piscines ont rouvertes, donc je profite pour y aller. J'ai de la méditation, je lis, je me balade, voilà, je range un peu chez moi aussi, ma bibliothèque. Là aujourd'hui, j'ai décongelé mon frigo. Ah waouh. D'accord. C'est le fait de voir de la neige et du verglas dehors qui t'a inspiré. Oui, voilà, et comme il fait froid, on peut mettre tout ce qu'on a dans son frigo Ah oui. dehors sans que ça dégèle, quoi. Voilà, donc c'est. Effectivement, c'est une très bonne idée. C'est vrai qu'en général, le frigo, je le lave en été, donc c'est pas le meilleur moment. Il faudra que j'y pense. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es toujours fidèle au poste. Tu es quelqu'un qui me soutient depuis longtemps et toujours le premier à liker ou à commenter mes publications et ça me fait toujours hyper plaisir. Donc c'était vraiment un grand plaisir pour moi aussi de t'inviter pour que tu nous dises un peu qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc voilà, je vais quand même expliquer comment on se connaît. Donc on s'est rencontrés grâce à Catherine Israël, à un événement aux Beaux-Arts. C'était le festival IU Series ou c'était autre chose? Festival Bifilm, je crois. Je crois Ah que oui, t'as c'était le raison. dernier. Ouais, 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 c'était celui-là. Et donc voilà, tu étais là et j'étais avec Catherine et elle nous a présenté et puis on s'est recroisés plus tard. Tu m'as invité à une représentation d'un de tes spectacles et j'y suis allée et puis voilà, c'est comme ça que Ouais, c'est l'amitié bien. a démarré. Voilà, exactement, tout à fait. Alors, comme tu sais, j'aime bien faire des liens, avant de parler de ton parcours, j'aime bien faire des liens avec des invités que j'ai eu précédemment. Et donc ici, c'est toi qui m'as dit que le lien, c'était Yves-Marie Nagnawa. Peux-tu nous expliquer quel est le lien, justement? Eh bien, Yves Marina, je l'ai rencontré, ben, je l'avais déjà vu dans La Trêve, je l'avais vu dans d'autres films, et puis je l'ai rencontré en vrai au Bruxelles Actors, qui est un atelier d'acting organisé par Marcel Gonzalez et Valérie Jiménez, et on participait tous les deux à une rencontre avec le réalisateur Samuel Tillement, Ah euh, oui. qui a réalisé Une part d'ombre dernièrement. Et on travaillait sur les improvisations, etc. Et moi, j'en avais fait un peu d'improvisation par le passé, et sans doute que Yves Marina aussi. Et on s'est tout de suite très bien entendu parce que voilà, on interagissait beaucoup tous les deux lors des exercices. Et non, on s'est tout de suite très bien entendu. Une personne souriante, sympa, adorable, très Je solaire. confirme, je confirme. Pour ceux qui ne connaissent pas donc Yves Marina, j'ai organisé une conversation avec elle il y a déjà quelques semaines. Donc vous pouvez aller revoir cette conversation. Et elle-même a une plateforme où elle donne la parole à des personnes. Donc ça s'appelle L'envol de Yves Marina. Et dernièrement, elle a fait une vidéo pour donner la parole aux jeunes par rapport au confinement, comment ils se sentent, etc. Donc ça vaut la peine d'aller voir aussi sur YouTube. Donc, on va continuer, on va parler de toi. Donc, tu as fait des études à Marie-Apps en interprétation, en traduction et interprétation, j'imagine, anglais-allemand. Oui, donc on a au début les candidatures sont communes. Et après, on choisit de s'orienter soit vers la traduction, soit vers l'interprétation. Je pense que pour l'interprétation, il faut être un peu fou. On dit qu'il faut être un peu fou pour le faire. Il faut savoir surtout avoir surtout un esprit très très vif et très rapide. Et donc moi, j'ai continué vers la traduction en licence parce que c'était encore les licences à l'époque. Ce n'était pas encore le bac et le master. Donc voilà, j'ai fait 4 ans à Marie-Apps et je suis sorti en 2004, j'ai beaucoup travaillé pour ces études-là. Et vers la fin de ces études, je me suis dit, il faut que je fasse un peu, que je m'amuse, que je fasse je trouve un moyen d'expression, etc. Donc j'ai commencé l'improvisation.
Oui. pendant 3-4 ans et j'ai fait un an au sein du championnat improvisation.be où j'ai rencontré oui, des improvisateurs très talentueux. Il y a Kostia Zinomka qui maintenant fait du stand-up. Il y a les gens de Studio Impro, Vincent Doms, Arnaud Van Parijs, etc. C'est tous des gens très connus dans le milieu. Et après, je me suis orienté plus vers le théâtre. Donc j'ai été dans différents troupes théâtrales à Bruxelles. Et là, ça a été vraiment le coup de foudre, quoi. J'ai rencontré Bah des oui. gens très sympas avec qui je suis toujours en contact régulièrement, même s'ils sont pas comédiens, mais c'est devenu vraiment des amis. Donc c'était des troupes semi-professionnelles ou amateurs, c'est ça? Voilà, exactement, oui, c'est ça. Et après, donc j'ai, Mais on va pas aller trop vite, hein, justement, par rapport à ton expérience chez improvisation.be. Qu'est-ce que tu retiens justement de cette expérience? Qu'est-ce que ça t'a procuré comme sensation? Est-ce que tu avais l'impression d'être doué ou est-ce qu'au contraire tu t'es dit tiens, finalement je me sens plus à l'aise avec des textes? ben en fait ça m'a beaucoup aidé les premières années parce que j'étais quelqu'un d'assez timide, réservé, etc. Et donc ça m'a bien décoincé, etc. On travaille sur le corps, sur l'énergie, sur la rapidité, la spontanéité, la répartie, etc. Et Et pour l'esprit d'équipe aussi, j'imagine. voilà, l'écoute évidemment, l'esprit d'équipe, le partage et toutes ces choses-là. Et donc, ça m'a vraiment formé de ce point de vue-là. Je pense que pour toute personne, qu'elle soit réservée ou non, c'est une école vraiment très intéressante En plus, d'improvisation. en termes de public, c'est très différent aussi comme relation publique, parce que pour être allé quelquefois à des matchs d'impro, j'ai étudié à l'IEX et on avait des matchs d'impro à l'IEX. Il y a beaucoup d'ambiance, on lance les savates et on crie, etc. Ce qui n'est pas la même chose, j'imagine, quand tu joues à Molière ou à Shakespeare. Ouais, tout à fait. En fait, le public est là. Vraiment, ils sont à fond derrière les improvisateurs, ils soutiennent, etc. Ils sont tous parfois très ébahis parce que l'improvisateur construit une scène sur le moment même, quoi. Donc voilà, ils sont tous vraiment très impressionnés. Il y a parfois encore dans le public des gens qui disent mais c'est pas possible, vous avez écrit quelque chose avant, c'est dingue tout ce que vous faites. Et alors il y a la personne de l'arbitre sur qui, comme tu le dis, le public On peut se se défoule. défouler et jeter les savates, etc. Voilà. Mais oui, après, je pense qu'en impro, d'où l'importance des répétitions, puisque c'est comme ça que vous apprenez à vous connaître les uns les autres et à pouvoir anticiper ou rebondir ou comprendre ce que l'autre essaye de dire ou Tout à faire. fait, tout à fait. Donc en fait, on appelle ça plus des coachings, des entraînements. Et alors évidemment, lorsqu'on rejoint une équipe d'improvisation, on est habitué à créer des automatismes, etc. Il y a des improvisations comparées, ou alors une équipe joue après l'autre. Et après, il y a des mixtes évidemment. Donc là, on est obligé d'emblée de jouer avec une personne d'une équipe qu'on parfois on ne connaît pas lorsqu'on est en déplacement, etc. à l'étranger. On est amené parfois à jouer avec des personnes qu'on n'a jamais vues et ça c'est souvent très impressionnant. Je me rappelle avoir joué avec des Français du Havre et ça reste un de mes meilleurs souvenirs d'impro parce qu'on n'a pas d'a priori sur les gens, on ne les connaît pas. On prend tout ce qu'ils nous offrent et ils prennent tout ce qu'on leur offre et ça crée parfois des très belles surprises. D'accord. Et donc, avant d'arriver au cours Florent, donc tu l'as dit, tu as participé à des troupes de théâtre amateur. Comment as-tu su que tu voulais devenir comédien et à quel âge est-ce que c'est né en toi? Mais en fait, depuis le plus jeune âge, j'ai toujours aimé amuser un peu la galerie, etc. Surtout par l'imitation. Donc moi, je reprenais des sketchs j'écrivais pas mes sketchs, mais je reprenais des sketchs de François Pirette, des sketchs de Raymond DeVos, etc. Dans le cercle familial et puis parfois aussi au collège, etc. Et c'était vraiment, déjà à ce moment-là, j'avais 14-15 ans, c'était vraiment un moyen d'expression où je me sentais bien, où je pouvais vraiment m'exprimer pleinement. Et
Et puis après, j'ai fait ces études de traduction, j'ai trouvé j'ai travaillé dans le privé, etc., en entreprise, mais ça restait toujours dans un coin de ma tête. Et donc à la fin de mes études, j'ai commencé par le théâtre amateur, etc. Puis j'ai perdu mon boulot et pendant 4-5 mois, j'ai cherché un autre boulot, j'en trouvais pas. Et puis on m'a parlé du cours Florent, j'ai fait un stage au cours Florent d'une semaine. Et à la base, c'est juste faire un stage. Je pensais pas du tout entrer au cours Florent, mais je suis tombé sur une professeure très sympa avec qui je me suis très bien entendu, qui était ma directrice de stage et qui m'a fait directement entrer au cours Florent en deuxième année. Et alors là, je me suis dit, il y a quelque chose là, il y a une chance, une opportunité qu'il faut pas que tu loupes. Et donc, en un mois, j'ai vidé mon appart, j'ai fait mes sacs, mes valises et j'ai trouvé un appart à Paris et je suis parti et je suis entré au cours Florent. Et voilà. Tu y es resté combien de temps? Je suis resté 2 ans. Le cours Florent, normalement, c'est 3 ans. Donc moi, je suis rentré en deuxième année, donc j'ai fait les 2 dernières années. J'ai tenté la classe libre. Moi, j'ai été jusqu'au dernier tour, mais voilà, je l'ai pas eu. Mais voilà, c'était une grande expérience, évidemment, le cours Florent. Bon, il y a des trucs positifs. Après, il y a, voilà, des côtés négatifs parce que voilà, c'est une école quand même très Qui est importante. victime de son succès aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de stars qui sont sorties de là et donc beaucoup de gens veulent y rentrer. Voilà, ça, rien qu'à Paris, il y a 2000 élèves. Ah bon, Et je pensais pas. ouais, il y a 2000 élèves à Paris. Et maintenant, il y a un cours Florent qui a ouvert à Bruxelles l'année où je devais partir. Et donc, j'ai Oui. hésité, est-ce que je pars à Paris ou est-ce que je fais le cours Florent à Bruxelles? Et je me suis dit 3 années à Bruxelles parce que je ne pouvais pas rentrer en deuxième année à Bruxelles vu que l'école venait d'ouvrir, donc il n'y avait pas encore de deuxième année. Et voilà, je suis parti à Paris 2 ans, donc le choix était vite fait, quoi. Oui. Et comment ta famille a-t-elle réagi quand tu leur as annoncé que tu t'étais inscrit au cours Florent et que tu voulais devenir comédien? Ben, ils ont très bien réagi. Bon, voilà, je rappelle ici que voilà, je suis issu d'une famille. On n'est pas vraiment artiste dans la famille. Enfin, mon grand-père que je salue, On qui n'est salue. plus, ouais, Oh, qui n'est enfin, plus là? qui n'est plus là, Ah, non, mais qui était aquarelliste. oui. Et puis mon autre grand-père aussi jouait de la flûte, de la guitare, mais voilà, il n'y avait pas personne dans la famille qui a entamé une carrière artistique. Et mais mes parents voyaient que je m'épanouissais là-dedans, donc ils ont applaudi des deux mains, ils m'ont encouragé. Voilà, vraiment, ils ont toujours été derrière moi et je les en remercie et je ne cesserai jamais de les remercier. Ah, super. Bah, en tout cas, merci pour ce beau témoignage. Et du coup, comment s'est passé l'après cours Florent, justement? Est-ce que tu as participé à des castings? Tu es revenu en Belgique directement ou est-ce que tu es resté un peu à Paris? As-tu participé à des castings ou à des projets entre amis? Alors, donc j'ai fait le cours Florent et puis après, je suis resté une troisième année à Paris où j'ai été pion surveillant dans une école euh, qu'on appellerait ici en Belgique à discrimination positive. C'est un vrai choc à la fois point de vue positif, mais aussi assez prenant. Même si je travaillais qu'à mi-temps, mais j'étais vraiment avec des gosses très agités, on va dire. Et j'ai eu l'occasion de donner un petit atelier théâtre dans cette école. Et en parallèle, j'ai travaillé avec la compagnie La Rumeur, qui est basée à Choisy-le-Roi, dans une ancienne usine de tannerie, un espace vraiment immense, très très grand, très très beau. Et j'ai participé à 2 mises en scène avec Patrice Bigel, qui est toujours le directeur et le fondateur de cette compagnie. Et on a fait une reprise. Je ne sais plus comment la reprise, comment elle s'appelait. Donc, Euh, j'ai flagrant délit de mensonge et voilà, déjà la fin, point d'interrogation. voilà. Des flagrants délits de mensonge. Donc ça, c'était une reprise, ouais, écrite par Valérie de Ronzier,
Et alors, déjà la fin, c'était un spectacle inspiré en grande partie du crépuscule du théâtre, d'un auteur qui a vécu avant la Deuxième Guerre mondiale, qu'on ne connaît pas du tout, et qui s'appelle Henri-René Lenormand. Et alors, il imagine un théâtre en décrépitude comme ça, euh, et un metteur en scène un peu fou qui est berlinois, décide d'acheter la pièce qui permet de sauver le théâtre, mais la pièce doit être montée à Berlin. Et moi, je jouais ce metteur en scène assez dictatorial, totalitaire, etc. Et donc, ça a été fait juste avant la guerre, donc ça montre que l'auteur euh, avait malheureusement vu juste, entre guillemets. Oui, tout à fait. Bah, figure-toi que je viens juste de voir, je n'avais toujours pas vu ce film, je viens de voir Le Dictateur de Charlie Chaplin et c'est impressionnant de voir à quel point ça reste d'actualité. Donc je vois un peu ce que tu essayes de dire. Ah oui, C'est ça vrai c'est que c'est dingue de voir à quel point certaines personnes avaient vraiment cette vision, avaient réussi à anticiper. oui, oui, c'est ça. Oui, Chaplin, bon, ça, j'ai découvert ça aussi. Ça, c'était une grande influence chez moi. Chaplin, c'était, je me rappelle, mon père avait enregistré sur des VHS tous les Chaplin qui étaient passés. Je crois que c'est en 1989 parce que c'était les 100 ans de sa naissance. Et alors, ils avaient passé tous les Chaplin à cette époque-là et ils les avaient enregistrés pour nous sur des VHS. Et c'était, ouais, ça reste un immense artiste. J'ai encore vu un documentaire de l'autre jour sur lui. C'était Mathieu Amalric qui le racontait. C'était vachement impressionnant. En plus, ils nous avaient retrouvé toutes des images d'archives qui n'avaient jamais été vues. Oui. Euh, ouais, Chaplin, Bah, bon si tu ça. as encore le lien, c'était peut-être Ouais, je sur te le filerai. archivé ou oui, ou tu le mets ici en commentaire, hein, comme ça on peut tous en profiter. Ouais, oui, oui, Et je n'y manquerai pas. oui, bah donc avant de parler de cinéma et de tes influences justement cinéma, je sais que tu as fait deux ateliers donc suivant la méthode Stanislavski appliquée à la Cerisée et à Oncle Vania donc de Tchekhov, animé par Boris Rabet et assisté par Nathalie Yalon. As-tu envie de Il nous y en a parler? Oui, tout à fait. Mais ça, c'est aussi une grande étape dans mon parcours. Donc donc là, pour resituer, j'étais pas encore parti au cours Florent, j'étais encore en Belgique. Et donc je faisais beaucoup de workshops pendant mes congés, les vacances. Et donc j'ai été à l'Académie d'été de Neuchâtel où j'ai croisé Wanga Pilipili là que Mais tu oui, j'étais en train de me dire, mais cette académie d'été est en train de revenir dans plein de vidéos, donc c'est super. Oui. Ouais, 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 donc je l'ai croisé là-bas et donc la première année où j'étais à la KDT, ben, je suis tombé j'ai eu la chance de rencontrer Boris Rabet et Nathalie Yalon qui sont pour moi des pédagogues incroyables. Enfin moi j'ai jamais rencontré ça nulle part ailleurs et donc ils appliquent Boris applique la méthode Stanislavski qui a donné la technique de l'acteur studio avec Lee Ah oui. Strasberg, Robert De Niro, etc. Et basé vraiment sur un travail sur le corps, etc., mais aussi de préparation intense dans la création du personnage. Donc j'ai fait cet atelier-là d'abord, c'est un atelier, on va dire, d'introduction. Et puis après, 2 années de suite, à Bruxelles, pendant les fêtes de Noël, j'ai participé à des ateliers où on travaillait sur les textes de la Cerisée, sur le texte d'Oncle Vania. Ok. Et donc pareil pour toi, j'imagine que c'était intense d'être confronté justement à des textes, on va dire classiques, aussi importants. Ben oui, parce que Tchekhov, en fait, par la suite, va me suivre tout le long de mon parcours, au cours Florent, à mon retour en Belgique. Moi, c'est un auteur immense. Moi, je dis, j'aime bien répéter à ceux qui me demandent qui est Tchekhov. C'est pour moi celui qui a créé la psychanalyse avant Freud, parce qu'il avait il était médecin. Il a toujours exercé comme médecin durant sa vie, même pendant qu'il écrivait. Et pour moi, c'est l'auteur qui a une connaissance parfaite de la condition humaine, quoi, de la personnalité des gens. Et il arrive vraiment à introduire dans ses pièces des personnages qui
on connaît tous un personnage de Tchekhov dans sa vie en fait, dans son entourage. On s'est dit quand on voit une pièce de Tchekhov, mais oui, mais c'est le tonton Michel, ou alors c'est mon père, ou alors c'est mon grand-père, ou c'est ma sœur, c'est ma cousine, etc. Donc on connaît vraiment toutes et tous. On connaît pour moi, on connaît un personnage de Tchekhov. Donc c'est ça qui est très intéressant de travailler sur un auteur comme celui-là. Oui. Bon, bah, très bien. Je vais faire un petit clin d'œil à mon amie Sandrine, avec qui j'ai travaillé au Théâtre Varia, parce que figure-toi que la toute première pièce qui était jouée l'année où on a commencé à travailler, donc en 2001, c'était La Cerisée, mise en scène par Michel Dezoteux. Donc Sandrine, je te fais des gros bisous. J'imagine que tu rigoles dans ton coin en regardant ce live. Et merci Gilles de nous avoir partagé tout ça. Et donc si tu veux, on continue parce qu'il y a encore plein de choses à dire, hein. Donc, Oui, oui. si tu as envie, si tu veux, je te laisse parler. Si tu as envie de parler d'une pièce en Non, particulier. ben là, donc la cerisée, le Tchekhov, là j'ai eu enfin Tchekhov pas la cerise, Oncle Vania, j'ai eu la chance de la jouer à Charleroi au théâtre Le Poche, dans une mise en scène de Jérôme Rose, avec Aurélie Freinet entre autres, on a eu la chance j'ai eu la chance de jouer le rôle d'Astrophe dans cette pièce qui est un personnage vraiment très très intéressant et très beau. Euh, on dit qu'il est beau physiquement, mais aussi dans cette pièce, ce qui est très intéressant, c'est que Tchekhov, donc la pièce a été écrite encore, je pense, au début du 20e ou fin 19e, et il aborde déjà le thème de l'écologie. Astrophe est quelqu'un qui se soucie de l'environnement, qui dit qu'il faut pas abattre les arbres de toutes les forêts et les jeter au feu juste pour se chauffer, etc. Il faut prendre de la tourbe. Il parle déjà de biomasse, quoi, presque. Donc c'est vraiment. On lit ce texte qui a plus de 100 ans, on se dit mais c'est incroyable. On a l'impression qu'il a été écrit il y a 3 jours, quoi. Donc c'est impressionnant, quoi. C'est aussi quelqu'un de. On parlait de Chaplin justement, c'est quelqu'un aussi de visionnaire comme tous les grands génies en fait. Oui, tout à fait. Alors, dans tes expériences théâtrales, on peut citer d'autres pièces. Hein. Donc, récemment, bah, il y a eu, enfin, il y a Marié sur le tarmac, c'est le projet dans lequel tu es maintenant. Et peux-tu nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit et comment vous allez faire pour les représentations? Alors, déjà, je salue toute la troupe, hein, Violette de Guy qui met en scène, euh, metteur en scène qui est sorti du conservatoire il y a un an. Et je le dis franchement, sans faux, très sincèrement, c'est une des meilleures metteurs en scène avec qui j'ai travaillé. Euh, et elle a été écrite par Jérôme Ottman qui était à Paris aussi comme moi. C'était très amusant parce que on s'est aperçu on a logé aux mêmes endroits, on a logé dans la même résidence d'étudiants, etc. Mais lui n'a pas été au cours Florent, il a été à l'école de l'humour de Paris où est passé Anne Roumanoff, je pense. Et donc, j'avais vu une annonce sur Internet et donc j'ai postulé. Il cherchait quelqu'un pour jouer le présentateur. Alors, Marié sur le tarmac, c'est une comédie, comme on aime l'appeler entre nous, écolo-romantique. Donc ça, c'est un jeune couple qui se rencontre dans le cadre d'un jeu de télé-réalité inspiré de les marier au premier regard. Et alors, ils sont tous les deux assez différents. Le personnage de Frédéric joué par Jérôme est quelqu'un d'assez, oui, écolo dans l'âme. Il s'aperçoit qu'ils doivent partir en voyage de noces, pardon, au Congo, parce que dans le cadre de l'émission. Mais lui, il ne veut pas partir parce qu'il s'aperçoit qu'il a déjà beaucoup voyagé et il veut pas polluer plus l'air, tandis que la Marie, qui est jouée par Violette, elle veut partir, quoi. Elle s'en fout. Elle est plutôt d'un milieu bourgeois. Elle est même noble, en fait. Elle est comtesse. Et donc voilà, il se retrouve sur une péniche à Bruxelles, sur la péniche du personnage de Frédéric. Et alors ils apprennent à se connaître, etc. Et Frédéric lui dit, mais voilà, Mais ne raconte pas tout, Gilles. Il faut qu'on aille voir ouais, la pièce à un moment donné. voilà, voilà. Et donc j'avais aussi Adeline Monsard
qui joue la sexologue de l'émission, et moi je joue Bruno et je suis le présentateur, voilà. Et donc au niveau des représentations, comment bon, je sais que la situation actuelle est compliquée et qu'on n'a pas une visibilité sur le court ni moyen terme. Comment envisagez-vous la suite? En fait, là, on a la chance de répéter au CIU, donc qui est tu connais sans doute, hein, c'est tout un, les anciennes casernes de gendarmerie à Ixelles. C'est très chouette parce que vraiment à 2 pas de chez moi, donc j'ai même pas 5 minutes de marche pour aller répéter. Donc on a la chance d'avoir un local, etc. Pour répéter en ce moment. Et alors on a des dates on avait des dates de prévues à partir du mois de janvier au Petit Chaperon Rouge, qui est une salle près du collège Saint-Michel. Et voilà, on profite des dates qu'on a là pour voilà répéter, essayer de tourner. Là récemment, on a tourné un teaser euh, pour essayer de promouvoir la pièce d'une manière ou d'une autre. Et voilà, oui, donc on prend notre mal en patience, mais on se serre les coudes, on est toujours très content de se retrouver, etc. C'est un peu actuellement ma petite famille confinement là. Donc c'est chouette d'avoir un projet comme celui-là en ce moment, surtout qu'il n'y a pas grand-chose qui peut se faire, quoi. Oui, en tout cas, on souhaite vraiment que cette situation s'améliore et qu'on puisse à nouveau aller au théâtre, au cinéma, au concert et que vous, les artistes, vous ayez à nouveau l'occasion de montrer votre travail parce que ça doit pas être simple d'être en résidence, de répéter sans savoir exactement quand on va pouvoir jouer. J'imagine que c'est une situation qui est complexe et que c'est la raison pour laquelle vous vous soutenez beaucoup les uns les autres. Oui, 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 ben oui, ça, on a l'impression que, enfin bon, je vais pas, mais j'ai même hier, j'ai même interpellé Monsieur le Premier ministre Alexandre De Croo par l'entremise d'une émission de débat à la RTBF. Et alors j'avais envoyé un message vidéo et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir? À Barcelone, ils ont fait des concerts dans le respect de mesures sanitaires, on n'a constaté aucun cas de Covid. Au Luxembourg, mon frère habite à Arlon, donc il m'a dit que les théâtres avaient rouvert là. Bon, la jauge est très limitée, mais voilà, les gens vont au théâtre. Et alors il a répondu que, mais oui, vous savez, on peut pas ouvrir les théâtres comme ça dans une salle, etc. Enfin, je pense, voilà, je pense que c'est un homme qui essaye de bien faire, qui voilà, qui a beaucoup de responsabilité, beaucoup de pression, etc. Mais euh, j'ai l'impression qu'il est un peu déconnecté de la réalité en fait artistique. Je sais pas. Enfin, comme il est sans doute pas le seul, mais ça commence à faire beaucoup parce qu'on voit tous ces comités de concertation, etc. Et il n'y a pas beaucoup de mots pour beaucoup de mesures qui sont prises pour les artistes pour favoriser les artistes alors que les théâtres sont prêts. Tous Oui, les et il l'était déjà avant, hein, puisque effectivement, avant le deuxième confinement, les jauges étaient vraiment réduites, les mesures étaient prises vraiment, les représentations étaient faites dans des conditions sanitaires le plus respectueuses possible. Donc, je pense que le problème n'est même pas là, en fait, puisque les mesures sont prises. ben oui, voilà, c'est un peu triste, mais bon voilà, moi je- j'ai quand même la chance de fréquenter pas mal d'artistes en ce moment au téléphone ou etc. Et oui, c'est très dur. Là, j'ai vu que Daniel Hansens là n'avait pas de subside parce que les fonds débloqués pour la culture en grande partie seront réservés pour les théâtres subventionnés et pas pour le privé. Et Daniel Hansens, c'est quelqu'un qui dirige la Comédie de Bruxelles, qui est un théâtre privé. Et j'ai lu un article aujourd'hui où il dit qu'il est en train de vraiment de baisser les bras parce que il n'est pas sûr de pouvoir toucher la moindre aide de la part du gouvernement. Ouais. Oui, mais en tout cas, oui, j'espère vraiment que les choses vont se débloquer, qu'à un moment donné, les gens vont pouvoir retomber sur leurs pattes et en tout cas pouvoir dialoguer, avoir parce que c'est aussi ça qui pose problème, c'est le manque de dialogue et de réponse de part et d'autre, quoi. Donc, en Oui, tout cas, j'espère que on a l'impression que les artistes sont un peu dans le désert, voilà, prêchent dans le désert et qu'on ne les entend pas. Et parfois, on ne veut pas être parano, mais on a l'impression que
pour les politiques, là, les artistes, oui, bon, ça fait mumuse, etc. Et ça, pour eux, l'impression que ça sert à rien, alors que on regarde une série, on écoute de la musique, On lit des livres, bien on sûr. lit des livres, on est entouré par là, on ne peut pas vivre sans. Oui, exactement. On va continuer à parler quand même de ta carrière. C'est vrai que le sujet du confinement et de toute cette pandémie est grave et important, mais c'est vrai que c'est bien de parler aussi de ce qui va bien, de ce qui est fait ou de ce qu'on a envie de faire. Donc on va parler de tout ce que tu as fait côté cinéma, côté série, web-série, spot. Donc il y a dernièrement tu as fait Enquête sous confinement de Didier Wirix. C'est donc une web-série et tu jouais le rôle de l'inspecteur de police. C'était un rôle principal. Oui, c'est ça. Donc, enfin, Yann Debski, là, que tu connais aussi, m'a proposé, a donné mon profil à Didier, si je me souviens bien, parce qu'il cherchait quelqu'un pour jouer un inspecteur qui enquêtait sur un meurtre qui a été commis dans une friterie. Et moi, je joue l'inspecteur de police, et donc je dois interroger tous les suspects un à un via par caméra interposée. Donc ça consistait en gros à se filmer chacun chez soi. On recevait le texte par email, on l'imprimait, on l'apprenait et on se filmait tout seul avec notre téléphone ou notre PC. Et après on envoyait les images au réalisateur qui faisait le montage. Donc c'était pas évident parce qu'on ne pouvait pas interagir avec le comédien ou la comédienne en direct comme sur un tournage classique. Et donc moi je recevais d'abord les images du suspect ou de la suspecte et j'adaptais mon jeu avec le sien. Mais c'était voilà, c'était pas évident, mais c'était très intéressant de participer à quelque chose comme ça, surtout que ça a été tourné il y a presque un an déjà. Ah oui, ça passe vite. Euh, voilà, à l'époque, on se dit bon, c'est un petit confinement, ça va pas durer, il fait beau, voilà, on s'occupe comme on peut, l'important c'est de jouer, etc. Et voilà, donc c'était une expérience très enrichissante. Oui, super. On peut citer également La pieuvre de William Khalife, qui est un pilote de série où tu joues le rôle de Romano Bartali. Oui, alors ça c'est un projet que j'ai tourné, ça fait 2 ans. Enfin, on a enfin William a commencé à écrire différents scénarios. Et puis alors il a fait appel à plein d'acteurs. Il y a Angelo Bison, il y a Gaëtan Wenders, il y a Aurélie Freinet, il y a Pierre Lequeux que je les salue tous s'ils nous écoutent. Et oui, oui, ça raconte une histoire qui se passe dans le milieu de la mafia. Je pense que c'est plutôt en Flandre. Et voilà, il a écrit tout un scénario original. Et voilà, enfin, je peux pas en dire trop parce que voilà, c'est encore en travail. Mais voilà, c'est un projet qui a l'air très intéressant. Et je salue William, je pense qu'il est avec nous. As-tu envie de parler d'un autre projet sur lequel tu as travaillé? Donc, tu as travaillé donc sur des web-séries, des courts-métrages. Il y a PLS en vacances ou presque. Il y a Can You Spot the Difference? Ça, c'est pas mal. C'était le clip en faveur de l'égalité salariale entre hommes et femmes. Je l'ai posté d'ailleurs tout à l'heure sur Facebook. J'ai bien aimé. J'ai trouvé ça très dynamique. Bon, il n'y a pas de texte, mais on vous met dans différentes situations. Il y a un homme et une femme qui travaillent en même temps à leur bureau. Je te laisse expliquer. Oui, donc c'est un clip que j'ai tourné avec Solène Morin, qui est une comédienne qui a terminé le conservatoire de Mons il y a quelques années. Et en fait, on voit effectivement un homme et une femme qui travaillent. Enfin, tu vois, ils réfléchissent tous les deux, ils renversent leur café en même temps. Ils font exactement le même boulot. Ils ont les mêmes tics, etc. Ils méditent tous les deux pour essayer d'évacuer la pression, etc. Enfin, ça dure un clip qui dure de une minute et demie. Et après, la voix donc raconte, voilà, ils font ça, ils font le même job et tout. Mais la fille gagne 17% ou 25% de moins que l'homme.
Et can you spot the difference? Est-ce que vous pouvez faire la différence? Mais lorsqu'on les voit, il n'y a pas de différence, mais au niveau du salaire, hélas, il y en a. Oui. Et donc c'était un chouette moment, j'imagine, une chouette expérience de tourner ça, parce qu'en tout cas vous avez l'air de bien vous amuser. Ouais, oui, c'était un chouette moment à faire. Oui, c'était vraiment très chouette. Oui. Donc juste avant, j'ai cité hashtag PLS en vacances ou presque. Et donc vous êtes à la mer, c'est ça? Oui, alors là, c'était un tournage d'une web série coproduit par la RTBF et par la Belge Prod qui vient de retourner une web série aussi pour la RTBF qui s'appelait de Road Trip. Euh, et alors oui, en fait, c'est raconte une bande de jeunes comme ça qui va à la mer pour gagner un peu de sous en job étudiant. Et alors ils travaillent dans un club de surf. Et on a eu la chance de tourner ça à Knock, au Surfers Paradise, qui est un club de surf qui existe depuis 20-30 ans déjà, au bout de la digue de Knock. On est près de la frontière hollandaise. Le cadre est magnifique parce qu'il y a la mer tout près. En plus, parfois on travaillait très tard, on commençait à 9 heures du matin, on terminait à 9 heures du soir, et donc on voyait le coucher de soleil comme ça près de l'eau. Enfin, c'était vraiment très chouette. Et j'ai rencontré des comédiens vraiment incroyables, très sympas. Et, euh, et moi, je jouais en fait le Jeroen, qui est un personnage un peu, on va dire un peu inquiétant, un néerlandophone, donc je devais prendre l'accent flamand comme ça et parler un peu comme ça. En fait, on va dire qu'il a une attitude un peu équivoque, voire beaucoup plus à l'égard de ses employés et à l'égard d'une employée en particulier. Et donc, voilà, je suis un peu le méchant de Le service. méchant. Oui, c'est ça. Et donc pareil, c'est une belle expérience, c'est un beau souvenir pour toi. Oui, 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 tout à fait. J'ai eu la chance donc d'être pris pour cette série-là. Et c'était vraiment un de mes tout premiers cachets quand je suis rentré de Paris et quand je suis revenu en Belgique. Oui, d'accord. As-tu envie d'ajouter quelque chose par rapport à des expériences que tu aurais vécues sur des tournages? Euh, alors, qu'est-ce que ben oui, il y a eu Avenue Louise que j'ai tourné avec Thierry Dory. Qui est un réalisateur. C'est lui qui m'a. Ça, c'était vraiment mon premier tournage en 2017 quand je suis rentré en Belgique. Et Michael Beer lui a donné mon profil et donc j'ai passé le casting. Et voilà, j'ai eu la chance d'être pris. C'est un film qui a été tourné avec François Vincent Telly qu'on voit beaucoup en France à la télévision, dans les séries, etc. Et ça raconte l'histoire d'un homme qui perd tout, qui est plutôt issu d'un milieu bourgeois, nouveau riche, etc. Mais il se retrouve à devoir vivre dans une caravane avec sa mère. Et Thierry a eu l'idée de tourner dans un camping parce qu'il habite Genappe. Et alors, il y avait un camping près de chez lui à Glabet qui fermait. Et ça l'a beaucoup touché parce que il connaissait beaucoup de gens qui, à défaut de vivre dans une maison ou dans un appartement, étaient obligés de vivre dans leur caravane. Et même un camping était eux, alors qu'ils vivaient déjà à la rue, ils étaient quelque Encore part mis à la porte de chez eux, quoi. voilà encore obligés de quitter le camping quoi. Donc il s'est inspiré de cette histoire-là pour tourner Avenue Louise. Voilà. Et alors Thierry, je l'ai retrouvé là, dernièrement au mois de septembre. Euh, il s'occupait de la programmation du soutien aux artistes pour la commune de Genappe. Et alors, il avait l'idée de terminer cette programmation par un espèce de happening qui se déroulait dans les restaurants et les cafés de Genappe. Et voilà, c'était un truc live basé sur. Il y avait un texte quand même qui était à la base, mais il y avait une part d'improvisation. Tout ça était filmé en live, quoi. Donc, on avait la chance de répéter dans les établissements un peu avant. Et puis après, le soir venu, le caméraman, le preneur de son, les comédiens, etc.,
aller dans les cafés, interpeller les gens, essayer d'interagir avec les gens qui se trouvaient sur place. Est-ce qu'il y a moyen de voir ça quelque part? Mais pour l'instant, voilà, Finalisé. c'est pas encore finalisé. J'espère que voilà, ça va donner quelque chose de bien. Ben, voilà, on verra bien. Oui. Ben oui, en tout cas, c'est pas mal un peu toutes ces expériences très différentes. Euh, je me demandais, est-ce que tu as envie de réaliser ou mettre en scène? Euh, Réaliser, mettre en scène pour l'instant, oh, ça viendra peut-être un jour, mais voilà, pour l'instant, je pense que c'est pour un comédien, voilà, c'est un comédien tôt ou tard se pose ce genre de questions. Voilà, pour l'instant, je suis bien dans le jeu, j'aime bien jouer, etc. Mais je sais que tôt ou tard, voilà, il y a des projets personnels qui devront se faire. Alors, ça peut être de la mise en scène, ça peut être de la réalisation, comme tu dis, mais ça peut aussi être de l'écriture, etc., de création. Je crois que je serais plutôt pour quelque chose du côté de l'écriture, je pense. Mais voilà, on ne sait jamais de quoi demain sera fait, donc. Mais Mais oui. j'y pense régulièrement, oui. Tu viens de dire que justement, tu aimes bien jouer en ce moment, etc. Qu'est-ce que tu trouves, qu'est-ce qui est pour toi le plus difficile et le plus facile dans le fait d'être comédien? Alors moi, je dis que le comédien, c'est un métier où tout repose sur le paradoxe. Euh, un comédien, par exemple, sur scène, doit être à la fois détendu et il doit être à la fois bien avec soi-même, avec son corps, avec son esprit, mais pas trop. Donc il faut toujours être sur le fil du rasoir, etc. Alors un comédien, ben, le métier de comédien, ça coûte cher. Il faut se former, il faut acheter des costumes, il faut répéter, il faut trouver des salles de répétition, il faut avoir de l'argent. C'est vraiment le nerf de la guerre dans ce métier. Mais un comédien, souvent, voilà, il n'a pas beaucoup d'argent. Euh, et donc tout est comme ça. Je crois, je trouve que c'est un métier qui repose sur différents paradoxes. Ouais, voilà, il faut être à la fois, comment dire, il faut être à la fois très ouvert, etc., avec tout le monde, etc. Mais parfois, bon, on bouffe de la vache enragée, donc parfois on souffre vraiment, surtout en ce moment. Donc voilà, je pense que c'est ça le plus difficile en fait, c'est essayer de jouer avec ces paradoxes et de les apprivoiser. En fait, faut surtout pas euh, le rejeter comme ça aux orties, parce que sinon il faut pas faire ce métier. Pour moi, il faut vraiment essayer d'apprivoiser ce paradoxe, et c'est ça en fait qui donne la richesse de ce métier, c'est apprendre à apprivoiser tous ces paradoxes et en profiter un maximum et s'éclater avec, quoi. Oui. Où puisses-tu ta motivation? Alors la motivation, ben j'essaye d'être sain de corps et d'esprit, d'être curieux, de voir des films, de voir des pièces de théâtre, de lire. Le confinement, il y a quand même du positif, c'est que ça nous laisse le temps de lire, de voir des films, de créer, de répéter, etc. D'être toujours en alerte, de développer son réseau aussi. C'est vrai que, comme je t'ai dit au début, je suis quelqu'un d'assez timide, assez réservé à la base, Tu mais l'étais, oui, à la base, mais tu l'es de moins en moins. voilà. Et c'est ça ce métier permet évidemment. La motivation vient du fait qu'on rencontre énormément de gens. Tu nous as parlé un peu de tes passions, etc. Mais j'ai noté donc dans ton CV qu'il y a aussi comment dire, tout ce qui est art de rue, marionnette, imitation, tu en as parlé, improvisation, tu en as parlé aussi. Est-ce que ce sont des disciplines que tu continues, des aspects de ton métier que tu continues? Alors en fait, j'ai eu la chance donc après 3 ans à Paris, j'ai eu la chance d'être pris dans une tournée en Irlande euh, pendant 6 mois. Où j'ai joué dans les écoles en Irlande des pièces en français pour les collégiens irlandais. Donc ils avaient entre 12 et 18 ans. Et ils apprenaient, il y avait des écoles de français là-bas.
c'est une des langues qui est le plus appris en Irlande, c'est le français. Et il y a une compagnie comme ça, un Irlandais et sa femme qui ont créé, que ça existe depuis 20 ou 30 ans, ils ont créé une compagnie où chaque année, ils embauchent des acteurs francophones, ça peut être des Français, des Suisses, des Belges, et ils répètent tout le mois de septembre, 3 semaines en septembre, et puis ils partent en tournée pendant 6 mois, et on a joué comme ça près de 200 représentations tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, et on jouait parfois 10 représentations par semaine. Et donc on était sur les routes toute la journée, quoi. Donc c'était, on partait, notre camp de base était basé à Dublin, on logeait à Dublin, et puis on faisait toute l'île, on allait jouer parfois en Irlande du Nord, etc., dans des écoles mixtes. Alors il y avait des écoles de filles aussi, il y avait des écoles de garçons. Et alors on se retrouvait, on avait tout type d'écoles. Parfois on se retrouvait dans une salle où il faisait un froid de canard. Parfois on avait une belle salle de théâtre, etc. C'était magnifique. Et parfois on était dans une école de caïd. Alors on se faisait, je me rappelle, il y avait une comédienne qui se faisait siffler par les garçons parce qu'elle était voilà un peu, elle avait entre guillemets le défaut d'être jolie. Et donc voilà, c'était assez prenant. Voilà, parce qu'on partait parfois à 6-7 heures du matin et on revenait à 8-9 heures du soir, et tout ce qu'on avait envie, c'était d'aller dans sa chambre, de se reposer, de manger un bon coup, ou alors d'aller. J'avais la chance d'habiter un très très beau quartier de Dublin, près d'une plage, à Sandymount, et il y avait un club fitness, piscine, etc., à l'eau de mer et tout. Donc j'avais la chance c'était à 2 pas de chez moi, et j'avais la chance de pouvoir me délasser lorsque j'avais passé 12 heures en voiture sur le siège arrière, parce qu'on était 5 dans la voiture. On Ah avait la oui, chance d'avoir un chauffeur oui. qui nous conduisait qui connaissait la route, qui nous conduisait vers les écoles à bon port. Et mais on était 4 comédiens, donc il y avait quelqu'un sur siège passager, et puis on était 3 autres comédiens sur le siège arrière, donc on était un peu tous comme des sardines dans la voiture. Mais oui, parce que tu es grand, donc ça devait pas être forcément confortable. Oui. Mais en tout cas, c'est le temps passe vite, hein, comme à chaque fois, comme tu peux le constater. J'avais encore une question à te poser. Quelle personnalité ou personne t'inspire? Ah, fou. Il y en a plusieurs qui m'inspirent, hein. Il y avait Chaplin, même si voilà, je suis pas loin d'avoir son génie, mais voilà, mais j'ai pas vraiment d'idole comme ça. Il y a chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, voilà, c'est une source d'inspiration. Voilà, il y a des metteurs en scène que j'ai rencontrés. Il y a Antonia Malinova, je voudrais quand même lui faire un petit coucou si elle m'écoute, parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré au cours Florent et qui m'a fait rentrer en deuxième année, avec qui j'ai fait beaucoup de théâtre en appartement aussi, sur des textes de Tchekhov, et qui a été vraiment une grande source d'inspiration à ce moment-là. Après, il y a un metteur en scène, Jacques Laurent, que j'ai connu dans le théâtre amateur. Et puis maintenant, voilà, il y a des gens avec qui je travaille en ce moment, dans Marié sur le tarmac, par exemple. C'est vraiment des gens très très inspirants. Ah, super. Ouais, c'est très bien. Mais veux-tu ajouter quelque chose? As-tu un mot à dire avant qu'on se quitte? Mais oui, ben, déjà merci à toutes les personnes qui sont là, et tenez bon, voilà, courage, essayez de trouver du positif dans dans la période qu'on vit en ce moment. C'est vrai, ça peut paraître encore une fois paradoxal, mais je crois qu'il y a du positif qu'on peut trouver dans cette période. Après voilà, j'espère que on aimerait bien évidemment que ça se termine le plus vite, mais voilà, continue, essayer de tenir bon, et d'être heureux, de sourire, enfin de trouver une motivation, de trouver
votre être en fait. Je pense que sur cette terre, on est tous là pour faire quelque chose de bien précis. On est tous uniques. On a tous quelque chose. On a tous un talent et je pense que c'est important pour chacune et chacun de trouver son propre talent, quoi. Ouais. Très bien. Bon, on va se quitter sur ces belles paroles. Donc, comme vous le savez, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un profil Instagram et une page, pardon, Facebook. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Ça fait toujours plaisir. Et merci encore une fois à Gilles d'avoir participé à cette conversation. C'était vraiment intéressant d'en savoir un peu plus sur toi parce que finalement, on se croisait souvent et j'ai vraiment appris énormément en préparant cette conversation. En tout cas, merci beaucoup. Bonne continuation dans tes projets. Tiens-nous au courant. Merci beaucoup à toi Isabelle de m'avoir invité et merci encore une fois à toutes les auditrices et tous les auditeurs. À bientôt. À Au revoir. bientôt. Au revoir.